peur de te dénuder? Pourquoi? J'ai peur parce que je suis timide. Qui je suis? Dis-la, Muscle ton jeu. sale petit enfant de putain. Une grosse vanne de copains, une grosse paire de couilles, et après on fait ce qu'on Nous veut. ne sommes que des hommes, pas des dieux. De simples hommes. Tu vas avoir des déconvenus parce que t'es trop gentil. Bonjour Kevin, Salut Vincent. comment vas-tu? Bah ça va très bien, journée ensoleillée, donc tout va bien. Donc ça va, un peu stressé? Ouais, enfin un peu, oui, on verra bien comment ça se passait, c'est une première pour moi. Ok. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Qui est-ce que t'es? Oui, alors qui je suis? Eh bien, je m'appelle Kevin, mes potes m'appellent Wyatt, Ok. j'ai 29 ans. Je suis entrepreneur, j'ai un resto, je possède un resto sur Toulouse. Ok. Et quand tu parles de toi, est-ce que tu te présentes comme un homme, comme un garçon, comme un jeune homme? Comment tu te conçois, toi? Peut-être, je suis peut-être un peu vieux jeu, mais je me conçois comme un homme, un bonhomme. Voilà, l'homme. Un Ok. homme. T'es un homme. Et t'es un homme depuis longtemps? Et pas depuis longtemps. Enfin, ouais, pas depuis longtemps. Ouais, pas depuis longtemps. Ça fait quelques années que je me considère vraiment comme un homme. Ok. Et est-ce que tu as réussi à identifier un moment où ça s'est fait? Alors c'est un peu drôle, mais je dirais la première fois où j'ai tenu tête à mon père. Ouais. Ouais. T'avais quel âge alors? J'avais 21, 22 ans, je pense. Je venais d'emménager sur Toulouse. Et on a eu une petite dispute avec mon père. Mais au final, à ce moment-là, en fait, je me suis pas laissé faire. Je lui ai tenu tête et je lui ai expliqué par A plus B que c'était comme ça. Que maintenant, j'étais un homme, justement. Et que il devait me parler comme tel et que c'était comme ça. Et au final, je pense que c'est la première fois que je me suis senti homme dans ma vie. Et comment lui, il a réagi à cette annonce? Et bien, il a très bien réagi. Il n'a pas eu la réaction à laquelle je m'attendais. Je lui ai dit, écoute papa, tu vas me faire confiance maintenant et c'est comme ça que ça va être. Et il m'a dit ok. Et bizarrement, ce jour-là aussi, je pense que lui aussi m'a perçu comme un homme. Parce que depuis ce jour-là, nos relations ont changé aussi. Et notre relation père-fils existe toujours, mais maintenant, elle est plus d'enfant à père, mais de homme à homme. Ok. Tu peux me raconter un petit peu plus cette dispute? Est-ce que tu te souviens Oui, sur quoi c'était? je m'en souviens. Je me souviens très bien. C'était une histoire de merde. Hein. C'était que on venait d'arriver à TBS. Alors TBS, qu'est-ce que c'est? Toulouse Business School, du coup. Toulouse Ok. Business School, hein, l'école que j'ai fait à Toulouse, qui est l'école de commerce. Ok. Et du coup, on sortait beaucoup avec les copains. On dépensait un peu d'argent, on faisait beaucoup de stories et tout sur les réseaux surtout. Et mon père est venu vers moi en mode dans la famille ça parle beaucoup de toi, tu bois beaucoup, tu picoles beaucoup, faut faire attention, ne fais pas ça. Enfin, c'était vraiment en mode arrête de boire, c'est fini, la famille voit ça, tu passes pour un mauvais fils. Et du coup, à ce moment-là, en fait, je travaillais. J'avais mon petit job étudiant qui me permettait de me payer tout ça. Donc en fait, c'était mon argent. C'était moi en fait qui travaillais pour pouvoir faire ça. Donc en fait, c'était pas une dispute longue, en fait, c'était très court parce que derrière, je lui ai juste expliqué que en fait, c'était mon argent, que je le dépensais comme je le voulais et que je trouvais déjà triste que déjà il ait besoin de la validation de la famille pour avoir l'image qu'il a de moi et que maintenant, il fallait qu'il me fasse confiance, et que j'étais plus un enfant et que c'était mon père, que je le respecte, mais que maintenant il va falloir aussi qu'il me fasse confiance, qu'il me respecte à mon tour et que on s'en foutait de la famille quoi. Et puis je fais ce que je veux quoi. Parce que pour lui, c'était quoi l'image d'un bon fils? Mon père, tu sais, il vient d'une famille très traditionnelle. Mon grand-père était militaire. Il s'est battu pour la France, mais c'était quelqu'un qui a bossé beaucoup toute sa vie dans la mairie, dans les trucs très carrés. Et mon grand-père, mon grand-père ici, c'est la première génération à avoir immigré en France. Et on connaît tous un peu les parents, les premières générations sont très très durs avec leurs enfants parce qu'il y a une image
à montrer. Et l'image du fils parfait, c'est l'image du fils qui, quand on arrive chez les grands-parents, on fait le bisou. Je m'en rappelle, c'est un truc qui m'a toujours choqué, c'est qu'il fallait obligatoirement faire un bisou, même si on voulait pas. C'était, bien sûr, bien se comporter, la famille parfaite, les parents qui rentrent avant les enfants. Non, pardon, excuse-moi, l'inverse. Les enfants qui rentrent après la maman et après le papa. Tu vois, c'était très... Je pense que c'était pas fait exprès, mais c'était quand même des instincts qui a été développé par mon grand-père, qui lui a transmis. Du coup, il a fait ça avec nous. Il a été beaucoup moins dur que mon grand-père. Mon grand-père était un homme super, mais aussi, c'était quelqu'un de très, très dur avec ses enfants. Mais du coup, ouais, c'est ça le fils parfait. Le fils qui fait ses études, qui devient médecin, avocat, des beaux métiers, ingénieur. Et ce que je n'ai pas fait. Mais je pense que mon père aujourd'hui, il a beaucoup changé, mais il a appris aussi à respecter ça, et puis il est fier de moi, je pense. Ça compte pour toi le fait qu'il soit fier de toi, ton père? Je pense que oui, ça fait toujours. C'est toujours cool de rendre ses parents fiers. Mon père a beaucoup fait pour moi aussi. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé financièrement au début, qui m'a permis de faire des trucs vraiment cool. Donc oui, sa fierté quand même derrière, c'est important. C'est quand même quelque chose d'important parce que parce que voilà, on est quand même son fils, on est sa progéniture, on est donc derrière c'est son nom entre guillemets sur lequel on va faire de l'honneur, de la lumière, quoi. Ok. C'est intéressant parce que je pense que dans ma famille, il n'y a pas tellement cette... alors je vais parler pour moi, mais je pense que j'avais jamais trop eu cette conscience du nom de mon père. J'ai pas l'impression que ce que je vais faire va s'ajouter à qui il est et que je vais le représenter. C'est intéressant de voir que pour toi, c'est un concept qui existe. Ouais, dans la famille, on a toujours parlé de notre nom de famille en mode voilà, il faut faire honneur. On représente cette famille et on a une famille où on est très très proche aussi avec les cousins. C'est une famille très 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 fraternelle entre cousins et cousines autant. Mais du coup, ouais, je pense que c'est une notion aussi où faire de l'honneur à notre nom, quoi. Mais je pense, alors peut-être que je me trompe, mais je suis issu de parents qui sont immigrés en France. Peut-être que ça joue à ça. Peut-être, ouais. Ok. Et tout à l'heure, tu as dit que tu étais un homme, mais que tu étais un bonhomme aussi. Est-ce que tu fais une différence entre les deux? Très bonne question. Je pense que oui. C'est un peu bête. Mais on peut être un homme sans être un bonhomme. Je pense que c'est un état d'esprit, en fait. Enfin, je sais pas comment dire ça. Enfin, c'est un état d'esprit. Non, c'est juste que... Je sais pas, c'est un peu badass, quoi. Enfin, pour moi, bonhomme, c'est quelqu'un qui est badass. C'est aussi... Ça s'ajoute aussi un peu peut-être à la virilité, je dirais. Après, on peut être un homme très viril. Enfin, juste le concept bonhomme, pour moi, c'est genre... Le bonhomme, quoi. J'arrive pas à mettre de mots dessus, mais c'est... je pense que c'est le concept de virilité, en fait. C'est l'extra virilité qu'on aurait en plus, peut-être. Ok. Et alors toi, est-ce que t'es devenu un bonhomme le jour où t'es devenu un homme? C'est arrivé en même temps? C'était décalé? Oh, pas du tout. Je pense pas. Mais je pense que... je suis toujours en train de devenir un bonhomme. C'est comment dire? Je pense que je l'ai été avant d'être un homme, sur plein de trucs, où j'étais quand même un peu badass sur plein de trucs. Et j'ai continué à le devenir. Et je pense que j'ai encore beaucoup de choses à faire et à améliorer, à progresser pour que vraiment on soit le bonhomme, le prototype du bonhomme. Et alors, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que t'es un bonhomme, du moins en partie? Je pense que comment je vendrais ça? Sur qui je suis, sur mes passions, je pense. Sur mes passions, sur sa façon peut-être de s'affirmer, de construire sa vie, de prendre des risques aussi. Je pense que devenir entrepreneur, ça a beaucoup ajouté, entre guillemets, à ma valeur de bonhomme. D'accord. Et je pense que derrière, j'ai encore pas mal de choses aussi à ajouter pour devenir un bonhomme. Parce que je pense que voilà, en fait, en parlant, je me rends compte que homme et bonhomme, c'est la même chose.
Mais c'est juste que c'est des caractéristiques enfin, c'est des caractéristiques plus ou moins ce qu'on veut s'y ajouter. Un peu comme si bonhomme, ça serait des caractéristiques exacerbées d'être un homme. Ouais. Ok. Ouais, plus je dirais ça, ou alors ouais, c'est le côté je sais pas, j'ai du mal à mettre des mots sur ça. C'est drôle parce que du coup, au final, quand j'en ai parlé, ça m'a permis d'y réfléchir un peu plus, mais c'est vrai que du coup, j'ai utilisé le terme bonhomme et c'est assez drôle. Et alors, c'est quoi tes passions qui t'aident à être un bonhomme aujourd'hui? Bah, c'est le sport. Après, j'ai fait beaucoup de sport dans ma vie. J'ai eu la chance d'avoir mes parents qui m'ont beaucoup poussé à faire du sport. Vraiment. Après, j'ai été réceptif à ça. Parce que mes petits frères, on les a poussés vers le sport, mais ils n'ont pas forcément été réceptifs à ça. Moi, j'ai été réceptif et j'ai fait beaucoup de sport dans ma vie. J'ai fait du foot, du karaté, du judo, de l'aïkido, du taekwondo. J'ai fait de la natation. J'ai fait pas beaucoup de gymnastique aussi. J'ai fait de la capoeira. J'ai fait aussi de l'équitation. Hein, voilà, un sport je ne dirais pas viril, mais j'ai fait de l'équitation, j'ai essayé beaucoup de sports, j'ai fait du volley, du basket, et j'ai trouvé ma passion, il y a peut-être 10 ans de ça, qui est le football américain. Okay. Le football américain que j'ai commencé à 18 ans. Okay. À 18 ans, et depuis, c'est ma passion, quoi. C'est ma plus grande passion, et je pense que ça ajoute beaucoup de points à ma badassitude. Ok. Et du coup, ça veut dire que là, tu as 28, 29 ans, quelque chose comme ça. 29 ans. 29 ans, ok. Et alors, qu'est-ce que c'est un homme, si tu devais le définir maintenant Eh bien, c'est une question très compliquée, je pense. Mais je pense que... moi, dans mon expérience personnelle, du coup, je pense que c'est déjà une personne qui ne rend plus de compte à son père ou à une figure... sa mère, son père, a une figure paternelle, maternelle, d'autorité sur nous, où on est maître de nos propres décisions et on les prend de nos propres chefs. Je pense que ça commence déjà là. C'est la première étape. Après, il y a le fait d'être financièrement autosuffisant, je dirais. Dans mon image, c'est drôle parce que du coup j'ai des stéréotypes qui viennent en tête, notamment d'avoir une voiture, d'avoir un groupe de copains, mais pour moi c'est pas ce qui fait être un homme. Mais je dirais le fait de s'affirmer aussi, de pas pour ses idées, plus ou moins. Mais déjà de le faire, on n'est pas forcément obligé de le faire avec tout le monde, mais commencer à le faire. Et puis, je sais pas, je vois cette image. En fait, le premier truc que je pense, c'est du coup, c'est cette espèce de ne plus avoir d'autorité au-dessus de nous concernant nos choix de vie, en fait. C'est vraiment le premier truc qui me vient à l'esprit. Donc pour toi, être un homme, il y a un côté, il faut être indépendant dans sa prise de décision, mais aussi dans... Est-ce que la voiture, c'est être indépendant, ou est-ce que c'est avoir un certain niveau de sous qui te permet d'avoir une voiture? Je pense que c'est de l'indépendance plutôt que je le vois. C'est-à-dire que si tu veux bouger là où tu veux, en fait, tu peux, quoi. C'est possible. Donc je pense, pour moi, c'est aussi cette espèce de liberté, en fait, qui fait que du coup, tu passes d'enfant à homme, en fait. Et alors, est-ce que pour toi, ça a toujours été facile de t'affirmer, ou est-ce que c'est quelque chose que tu as appris? En fait, ça dépend. C'est très drôle. Parce que j'ai toujours été quelqu'un où je me suis toujours affirmée avec mes proches, avec mes amis, où j'ai toujours été une personne, je vais dire, drôle, qui va prendre les devants, qui va, entre guillemets, fédérer. Je dis vraiment entre guillemets. Mais d'autant, c'est vraiment le plus drôle, c'est que avec cette personne, j'ai eu beaucoup de mal. Des gens extérieurs, des gens... je pense que c'est quelque chose que je travaille toujours actuellement. Et je pense que c'est un truc où je dois beaucoup travailler.
ces dernières années, j'ai beaucoup progressé sur ça. Et je pense que c'est un truc où peut-être beaucoup de gens ont du mal aujourd'hui. Il y en a plein qui y arrivent sans problème, tout le temps, peut-être trop, mais je pense qu'il y en a qui ont du mal avec ça, peut-être par manque de confiance ou je sais pas. Et alors toi, qu'est-ce qui t'a aidé? Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui a envie de plus s'affirmer? La pratique. C'est tout bête, hein, mais c'est la pratique. C'est s'affirmer tous les jours sur des petits trucs. Je sais pas, à la caisse, tu veux pas de ticket, ou il manque un truc, ou on oublie une réduction, une promotion, un truc comme ça, tu le dis, tu commences par des trucs bêtes en fait, et au final, tu progresses et ça devient des trucs banals, et puis voilà, enfin c'est de la pratique. C'est juste s'affirmer tous les jours, quoi, sur des petits. Commencer par des petits trucs et progresser petit à petit, peut-être commencer avec des gens avec qui on est à l'aise, avant de passer avec des inconnus, peut-être, ou peut-être certaines personnes vont avoir plus de facilité à parler avec des inconnus que des gens qui connaissent. Et alors pour s'affirmer, j'imagine qu'il faut avoir un avis, il faut avoir une idée fixe de ce qui devrait être fait ou de ce qui est important pour nous. Peut-être une idée de ses besoins. Est-ce que toi, avoir accès à tes besoins, à tes émotions, ça a été quelque chose d'inné, de facile, qui arrivait très tôt dans ton parcours? Ou est-ce que cet accès aux émotions, aux besoins, c'est quelque chose d'un peu loin de toi aujourd'hui? Je pense qu'il y a eu plusieurs phases, je pense. Une phase assez jeune, je pense, où oui, on était. Où je pense que j'avais, entre guillemets, je reconnaissais mes émotions, j'avais accès, comme tu dis, à ces émotions. Et il y a une phase où je me suis totalement fermé. Je dirais pas la puberté, mais il y a une phase où je pense que en fait c'est pile poil quand j'ai commencé à devenir un homme. C'est ça. Enfin, pour moi c'est un peu la corrélation. C'est la fois où je suis parti à Toulouse, où j'ai commencé à tenir tête à mon père. Et je pense que cette fois, avec le recul, en fait, c'est une phase où je me suis beaucoup fermé émotionnellement. Tu t'es coupé de tes émotions? Ouais. Vis-à-vis de ma famille, vis-à-vis de pas mal de choses. C'est-à-dire que tu les ressentais plus ou tu les partageais plus? Très bonne question. Je les partageais plus, ça c'est sûr. Peut-être que j'avais du mal à les ressentir aussi. Ou j'avais du mal à les... Oui, à les ressentir, à les identifier. Peut-être. Mais ouais, je pense que ça a commencé au final autour de mes 16-17 ans. Et du coup, je suis rentré récemment dans une peut-être nouvelle phase de ma vie où je recommence à identifier ces émotions. À identifier et à les partager surtout. Ce qui m'a fallu énormément de temps. J'ai encore beaucoup de progrès à faire sur ça. Mais ça que j'ai commencé déjà avec ma famille, mon cercle très très proche. Et ça grandit petit à petit. C'est marrant parce que spontanément, moi, j'aurais imaginé que ça aurait été plus dur de partager ses émotions avec sa famille qu'avec des gens peut-être un petit peu plus loin, un petit peu moins proches, avec lesquels il y a peut-être moins d'enjeux à être vulnérable. Mais j'ai commencé avec mes potes. Ça a commencé avec mes potes. Après, c'est vrai qu'il y a eu la famille. Mais la famille, vu que je les vois très peu aussi, c'est peut-être pour ça. Mais ma famille, c'est quand même... je suis quelqu'un qui est très famille. Je suis très très proche de ma famille, de mes frères, de mes cousins. C'est vraiment quelque chose de très important pour moi. Donc, je me sens pas vulnérable parce qu'il y a une bonne ambiance. Enfin, il y a une bonne ambiance, il y a une bonne atmosphère, une bonne bulle de confiance qui a toujours existé en fait, qui fait que je peux facilement parler de mes émotions. Et alors, s'il y avait cette bulle de confiance qui est vraiment importante pour que tu partages, qu'est-ce qui fait que, en devenant un homme, à partir de 16-17 ans, t'as arrêté de leur partager? Ou t'as arrêté d'y avoir accès? Par des souffrances, je pense. Par des blessures émotionnelles. De grosses blessures émotionnelles qui ont fait que je me suis coupé, en fait. C'est des blessures que ta famille t'a
infligé? Ma famille et aussi une rupture amoureuse, un échec amoureux, je pense. Ouais, ça correspond à peu près à cette période-là. Ok. Et du coup, avec tes potes, ça a été le début de réapprendre. Donc, tu as eu cette rupture amoureuse, ces blessures, cet échec. Et pendant quelques années, tu t'es renfermé. Et à un moment, avec tes potes, tu as recommencé à parler un petit peu d'émotions, à partager tes émotions. Ça te manquait? Ouais, ça manquait. Mais il y a eu pas mal d'étapes en fait avant cette réouverture. Il y a eu beaucoup de choses qui ont fait aussi où j'ai réalisé que c'était important aussi que je partage ces émotions. J'ai eu en fait, c'est très drôle, mais surtout avec ma famille. Je vais parler de ces exemples avec ma famille, dans le sens où en fait c'est très récent en plus. Ça date il y a moins d'1 an. Moi, personnellement, j'ai toujours été quelqu'un d'extraverti. Je me considère comme quelqu'un d'extraverti. Et un jour, je prenais l'apéro avec ma demi-sœur. On parlait. Et elle m'a dit, je sais plus, on parlait de quoi. Et il est venu le terme introverti pour me décrire. Ce que j'ai trouvé un peu surprenant. Je me suis dit, attends, comment ça, introverti? C'est pas du tout qui je suis, quoi. Et c'est là où j'ai réalisé en fait que je m'étais complètement fermé de ma famille. Et j'ai réalisé beaucoup de trucs en fait. J'ai toujours été quelqu'un d'ultra joyeux, de fêtard, je faisais des bêtises. Et en fait, je me suis rendu compte que ces dernières années, ces 4, 5 dernières années, 6 dernières années, voire plus, en fait, à chaque grosse réunion de famille, tout ça, en fait, j'étais plus le même. Je partageais plus autant, quoi. Et ça a été le premier déclic. Là, je me suis dit, bon, c'est chaud, quoi. Si la personne que tu considères comme ta sœur te voit comme ça, peut-être que derrière, tu communiques pas assez. Et toi, tu t'en étais pas rendu compte Non. Enfin... Et tu y allais à reculons dans ces fêtes de famille ou non, c'était quand même un moment chouette? Ah non, comme je t'ai dit, je suis très très famille, mais j'y allais pas à reculons, mais c'est vrai que je kiffais pas autant en fait. Jusqu'à cette année où j'ai réalisé ça. Et du coup, ça m'a un peu ouvert l'idée. Après, je pense que c'est lié à pas mal de moments dans ma vie où peut-être là, c'est aussi une période où ça va bien. Mon resto se commence à bien partir. Enfin, il y a pas mal de choses aussi de la vie. Peut-être que c'était aussi un moment où c'était dur, donc je voulais pas les surcharger de mes émotions. Je ne sais pas. Tu t'es senti seul, un petit peu isolé au moment où c'était dur, ou t'as trouvé des appuis Hot Park dans ta famille du coup? C'est une bonne question. Dans ma famille, en fait, je me suis un peu isolée. Mais du coup, je me sentais seule. Mais en fait, c'était uniquement parce que je m'auto-isolais. En fait, je ne communiquais pas. J'ai la chance d'avoir un groupe de potes super avec qui je peux facilement communiquer. Et du coup, on a toujours des moments où on se sent seul en vrai. Et où il y a des trucs mais qu'on peut pas forcément dire à tout le monde. Mais avec ce groupe de potes, c'était assez facile. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé parce que je pense que ça aussi, cette réouverture, elle est liée aussi de ce groupe de potes. Parce que j'ai rencontré des mecs qui étaient émotionnellement carrés sur ce qu'ils ressentaient en fait. Et sur comment le communiquer. Qu'ils n'avaient pas honte de le communiquer surtout. Et ça, c'était une surprise pour toi de découvrir que des gens pouvaient partager des trucs pas forcément simples sans avoir honte et avec ce niveau de confiance dans ce groupe-là? Pas forcément. J'ai toujours su qu'on pouvait le faire sans honte. Ce qui s'est rajouté, ce petit détail, c'est qu'on peut le partager en étant un homme et un bonhomme. Le fait de partager ses émotions ne veut pas dire qu'on est moins homme en fait. Parce que voilà, je l'ai vu avec pas mal de personnes que je considérais plus jeunes comme des personnes moins hommes que je le suis, alors que pas du tout en fait. Ces personnes sont bien plus hommes que je l'étais parce que ils avaient tout compris. Ils savaient. Et du coup, le fait le fait de voir des mecs que je considère, que je respecte en tant qu'homme, communiquer de ses émotions,
je me suis dit, en fait, pourquoi tu le fais pas? Et tout le monde peut le faire, en fait. Enfin, ça ne te rend pas moins homme. Mais c'était une peur pour toi, à un moment. C'était d'être moins homme si tu partageais sur tes émotions Ouais, peut-être. et notamment les choses peut-être pas faciles pour toi. Ouais, peut-être, ouais. Est-ce que tu fais une différence entre les émotions difficiles à gérer, la tristesse, la colère, ce genre de trucs, et peut-être les émotions de joie? C'est simple pour toi Est-ce que ça a toujours été simple de partager ta joie? Ou est-ce que même ça, c'était pas vraiment... C'était être moins homme? Alors, c'est très drôle parce que j'ai eu cette discussion tout récemment avec une personne qui disait que je ne communique pas assez ma joie. Mais je trouve qu'avec mes potes, enfin, j'ai jamais eu ce problème-là, même avec ma famille. Communiquer des émotions de joie, des émotions de bonheur, c'est bien plus simple que de communiquer des émotions de tristesse, de colère. Non, de colère, je trouve j'ai jamais eu de problème à communiquer mes émotions de colère. Mais c'est plus des émotions, entre guillemets, qui te rendent vulnérable, en fait. Donc la tristesse, peut-être la solitude aussi, ou je sais pas, ces émotions-là, oui, j'ai eu plus de mal à communiquer, même à les identifier, en fait, à savoir d'où ça vient et comment gérer ça. Des fois, t'avais peut-être... tu me dis si c'est quand même... ça résonne ce que tu dis chez moi, parce que ça m'arrivait d'avoir des émotions, peut-être de honte, de culpabilité, de tristesse, d'isolement, où ça me paniquait de les avoir parce que je savais pas quoi en faire, à qui le dire, comment faire pour les régler. Et je me retrouvais comme encombré de ça. Et du coup, le fait de pas savoir moi quoi en faire, ça aurait pu me bloquer pour en parler à un pote, par exemple, parce que j'aurais peur de l'encombrer aussi, lui. Je vois ce que tu veux dire, ce mot encombrement. Je comprends tout à fait, ouais. C'est. En fait, je suis en train d'essayer de trouver. Je sais pas pour toi, mais tu vois, genre, quand tu pleurais quand t'étais petit ou autre, c'était arrête de pleurer, t'es un grand garçon. Arrête de pleurer, t'es un homme. Tu vois, c'est le genre de truc où alors, ça va, t'es un bonhomme, arrête quoi. Ça qui te le disait? Quoi? Au final, pas mal de gens dans mon entourage, autant famille que potes, tu vois. Alors quand j'étais petit, surtout les potes, mais des moments où genre on badait, tu sais, au lycée t'as toujours des moments où tu badais sur une meuf, tu te prends, tu te prends un recal quoi, et t'es pas bien quoi. Derrière tes potes ils c'est pas grave, t'es un bonhomme, tu t'en fous, bats les couilles quoi. C'est littéralement, enfin voilà, c'était, et du coup tu te dis en fait, je sais pas, tout le monde pense comme ça en fait, et j'ai l'impression qu'en fait être un homme c'est c'est ne pas communiquer ses émotions quoi, c'est les enterrer. Et tu vois, mon père, je l'ai rarement vu exprimer ses émotions. Mon grand-père, encore moins. Ma mère, par contre, voilà, je la voyais tout le temps. Donc c'est pour ça, genre oui, forcément, quand tu grandis avec ce modèle-là, père qui n'exprime jamais ses émotions, le bonheur, mais jamais de tristesse. Genre, j'ai vu mon père pleurer qu'une seule fois dans toute sa vie. C'est tout, quoi. Ce qui est trop peu, en fait. Et tu te rappelles de l'occasion? C'était le décès de mon grand-père, malheureusement. C'était la seule fois où j'ai vu mon père pleurer. Et qui m'a pleuré dans les bras. Ça a été un moment très très dur pour moi. Parce qu'à ce moment-là, quand t'as ton père qui se jette dans tes bras pour pleurer, tu vois, genre c'est dur. Parce que là tu dis, wow, c'est la première fois que surtout que c'est la première fois que tu vas pleurer ton père. Donc là t'es dans une phase où tu sais, t'as tout qui se casse un peu, tout ce qui se brise en fait. Il y a une loi physique qui dit, en fait c'est possible qu'il pleure. Ouais, c'est ça. Les papas peuvent pleurer. Mais du coup, ouais, c'est la seule fois que j'ai vu mon père pleurer. Et est-ce que tu t'es autorisé à pleurer avec lui, ou est-ce que tu t'es senti le besoin le besoin ou pas d'ailleurs, mais de faire bloc Justement, vraiment. À ce moment-là, je me suis dit, il faut que tu sois fort pour ton père en fait. Donc ne pleure pas. J'avais envie, hein, mais non. Genre, faut que tu sois forte pour ton père. Faut que ce matin, ton père il est pas bien, maintenant c'est à toi de montrer. Et du coup c'est tout con, mais pendant l'enterrement, pendant tout ça, tu vois, derrière qui a suivi,
il fallait que je sois un homme. C'est tout con, mais voilà, que je sois le pilier pour remplacer mon père temporairement dans cette situation où il était, entre guillemets, faible. Toi, t'es l'aîné dans ta famille. Exact. Et comment c'est pour toi ce rôle par rapport... alors, je sais pas si t'as des frères, des sœurs. J'ai 2 petits frères et j'ai 2 demi-sœurs, entre guillemets, mais c'est issu de remariage. C'est pas des sœurs de sang. Ok. Mais que je considère comme mes sœurs. T'as grandi avec. C'est une histoire très compliquée. C'est une histoire très très compliquée. Je les connais depuis tout petit, mais voilà, c'est une situation où c'est des dramas de famille. Voilà. Ok. En tout cas, du coup, t'as 2 petits frères avec qui t'as grandi. Exactement. Et comment toi, en tant que frère aîné, tu vois ça, le fait d'avoir 2 petits frères Est-ce que t'as besoin d'être un modèle pour eux? Est-ce que t'as besoin est-ce que tu t'essayes de leur transmettre des trucs que t'as compris plus tard, par exemple sur les émotions? Vous parlez de quoi avec tes frères? Alors, ce rôle de modèle, ouais. Ce rôle de modèle, je l'ai toujours eu. J'ai toujours voulu que mes frères, ils aient un modèle. Qu'ils aient quelqu'un achevé, enfin une image achevée pour faire mieux que ce que je suis et ce que je devenais. Donc je me rappelle quand j'étais petit, j'aimais bien, je leur racontais des petites histoires, je racontais un peu tu sais, je me survendais un peu, tu vois, pour derrière, c'est dans l'optique de leur montrer voilà comment il fallait être, et dans l'optique qu'ils deviennent meilleurs en fait que ce que je suis. Et c'est ça, enfin c'est toujours ça comment j'ai vu ma relation avec mes frères. J'ai toujours été très protecteur aussi. J'ai des frères qui sont le deuxième qui a 3 ans d'écart avec moi et le tout dernier qui a 6 ans d'écart avec moi. Donc mes bras, ils ont fait 3 ans. Tous les 3 ans, ils ont fait un enfant. Et mon deuxième frère, qui est quelqu'un, quand il était petit, qui était bien plus réservé que moi. Quelqu'un de très, très, très réservé. Qui exprimait ses émotions. Bien plus que moi, je le faisais. Et du coup, je voulais toujours le protéger. Je me suis battue un nombre de fois, mais pour protéger mes petits frères, mon petit frère, parce que c'est aussi ça le rôle du frère aîné, c'est on est aussi le protecteur. On est là pour protéger nos frères et leur éviter des merdes qu'on aurait eu qu'on aurait eu parce que nous on était tout seuls. Et par contre les émotions, non. Je pense que c'est pas vu comment la vision que j'avais de l'homme en fait. J'ai très très peu communiqué mes émotions avec mes frères. Et ça a été, je commence tout juste en fait à échanger avec eux, avec mes frères sur ça. Et c'est dur parce qu'au final je me suis rendu compte de plein de choses. Qu'en voulant faire bien, j'ai fait mal. Et il m'a fallu, j'ai réalisé ça tardivement. Et du coup, c'est dommage. C'est dommage, tu vois. Mon tout petit frère, il a fait son coming out il y a quelques années. Et en fait, je pense qu'au fond de moi, je l'ai toujours, entre guillemets, j'ai toujours senti, tu vois, j'ai toujours su. J'ai grandi dans un milieu très homophobe. Très, très homophobe. Autant de la famille que là où j'ai grandi. Hein, j'ai grandi... littéralement en banlieue parisienne, donc voilà, c'était pas très propice à être homosexuel. Et du coup, en fait, j'ai été un des derniers à le savoir. Et je sais pas, je pense que alors, mes sœurs me l'ont dit un peu près indirectement, mais que mon frère peut-être avait peur de ma réaction, parce que du coup j'ai toujours prôné les valeurs de l'homme. Il faut avoir une copine. Tu sais, c'est tout bête. Il faut avoir une copine. Il faut choper des meufs. Il faut avoir, voilà, toujours quand il était petit, je disais, bon alors t'as une copine. À chaque fois je le voyais rentrer à l'école avec une fille. Alors c'est ta copine, tu l'as embrassée, tu vois, genre des petits trucs comme ça, mais des petites boutades. Mais au final, je pense qu'ils l'ont mis mal à l'aise. Et ça m'a beaucoup fait, quand j'ai réalisé ça m'a beaucoup fait souffrir. Vraiment, ça a été un truc. Et j'ai jamais eu le courage de lui en parler. Parce que je pense que je sais pas comment, moi-même encore, je sais pas comment je peux
identifier ses émotions et tu vois, genre comment lui dire, tu vois. Ça te fait vivre quoi, là, comme émotion de le raconter Ça me rend triste. Ça te rend triste? Ouais. Ouais, encore une fois, c'est un truc, c'est une discussion que j'aimerais bien avoir avec lui. Mais depuis ces années, du coup, depuis ces dernières années, on parle beaucoup avec mes frères et je pense qu'on va y venir, tu vois. Mais ouais, bah en fait, je me suis rendu compte que j'ai tout simplement pris le modèle de mon père et que j'ai juste transposé sur moi, en fait. Cette personne de rôle modèle, de modèle que je pensais de virilité et de protection. Et du coup, toi, est-ce que en grandissant dans ce milieu homophobe avec ces valeurs de l'homme où il faut être un homme et un bonhomme, il faut être extra viril, est-ce qu'à un moment tu as été homophobe et est-ce que ce moment-là a été un déclencheur pour changer un peu d'avis dessus? Oui. J'ai été homophobe, oui, bien sûr. Quand tu grandis, quand on te dit depuis que t'es petit que un homme c'est un homme, c'est avec un homme et une femme c'est avec une femme, et que surtout j'ai une famille très croyante aussi, donc ça aide pas. Mais du côté de mon père, ils sont très très catholiques, donc ça a été c'est très mal vu d'être homosexuel. Je l'ai réalisé, mais quand j'ai quitté, en fait, tout simplement, j'ai commencé à changer quand j'ai quitté le foyer familial. Quand je suis arrivé à Toulouse, que j'ai commencé à me faire des potes hétéros, gays, peu importe en fait, on s'en fout. En fait, j'ai réalisé assez vite quand même, mais on s'en fout. Je me suis rendu compte que c'était chacun vivait sa vie. Voilà quoi, c'est tant que notre personne est heureuse, que chaque personne est heureuse avec soi-même, voilà quoi. Et du coup, l'homosexualité de ton frère, tu l'as appris de lui ou de quelqu'un dans la famille? Je l'ai appris de lui-même, qui me l'a dit. Mais mon frère aussi avait peut-être beaucoup de mal. C'était aussi quelque chose qui a été peut-être assez dur à exprimer. Donc voilà, il me l'a dit un jour. J'avais beaucoup de doutes. J'arrivais à une phase où voilà, je m'en doutais. J'ai pas été non plus choquée. J'ai mes sœurs qui ont essayé de m'y préparer. Au final, avec le recul, je me réalise plein de trucs. Qui ont essayé de m'y préparer, tu vois. Parce que mes sœurs, elles l'ont appris peut-être 2 ans, 3 ans avant moi. Donc ouais. Mais du coup, ouais, je l'ai appris quand ça. Je sais pas, il y a 4 ans peut-être. Donc, en fait, à ce moment-là, j'étais prêt. Mentalement, j'étais plus bloqué sur ça, quoi. Et que, je pense que, si je me souviens bien, le premier truc que je lui ai dit, écoute, tant que t'es heureux, je m'en fous, quoi. Ça me va. Et qu'en ce moment, il était en couple, et je lui ai dit que j'avais hâte de rencontrer son copain, quoi. Et on a passé un petit moment ensemble. Quand je suis rentré à Paris, un jour, je crois qu'on a passé peut-être une demi-après-midi ensemble, où on a pas mal parlé sur ça. Avec son copain? Non, avec mon petit frère tout seul. Et c'était cool comme moment. C'est des moments qu'il faudrait qu'on fasse plus peut-être, mais voilà, c'est cool. Ça vous a rapproché? Je pense. Mon petit frère et moi, on a toujours été très proches. Vu que c'était le petit dernier, donc je me suis toujours un peu considéré comme aussi une personne qui l'éduquait un peu, tu vois. Et du coup, on a toujours été très proches, quoi. Petit, c'était vraiment... j'étais bien plus proche qu'avec mon deuxième frère, avec qui on était plus proche en termes d'années. Du coup, il y avait beaucoup de disputes, beaucoup d'embrouilles. Aujourd'hui, mes 2 frères, je les aime inconditionnellement, les 2 pareils, quoi. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a un moment où j'étais plus proche de ce petit frère. Et toute cette dispute avec ton deuxième frère, ça venait de quoi? De la compétition entre vous? Ça existait, ça? De la compétition, non, je me suis jamais senti en compétition avec mon petit frère. Parce que c'est juste des disputes de merde, tu sais, je sais pas. Mon petit frère, du coup, quand il était plus jeune, il faisait pas mal de trucs en soum-soum, tu vois. C'était pas quelqu'un comme moi qui allait direct. Moi, je me faisais punir tout le temps, tu vois, parce que mes bêtises, je les faisais en face de mes parents. Lui, il était bien plus intelligent que ça. Il faisait derrière, sauf que c'est moi qui prenais. Et du coup, les disputes partaient de ça, quoi. Mais il y a toujours des disputes de merde, quoi. Mais ouais, arrivé à un moment,
Je pense qu'après son adolescence, une fois qu'il a passé sa période, entre guillemets, crise d'adolescence, c'est à partir de là où nos relations ont bien évolué dans le bon sens. Même si petit, on se disputait tout le temps, ça ne m'a jamais empêché de le protéger, de le défendre. Hein. Mais c'est vrai qu'on était plus sujet à s'embrouiller. Et mon petit frère, avec mes 2 petits frères, eux deux, pareil, ils s'embrouillaient tout le temps, quoi. Pas facile la place du milieu. Ah, je pense que c'est pas facile, ouais. Ok, donc si je comprends bien, toi, il y a eu tout ce moment-là de cette envie de reconquérir les émotions dans ta famille, d'être proche, de reprendre ta place d'extraverti. Et puis il y a eu ça aussi dans ton groupe de potes, avec lequel maintenant tu es plus à l'aise pour partager. Est-ce que c'est aussi le cas dans les autres aires de ta vie, par exemple dans tes relations amoureuses? Est-ce que c'est simple de parler de tes émotions? Alors, si je peux me permettre juste de repartir sur le fait de reprendre ma place d'extraverti. C'est pas reprendre ma place d'extraverti, c'est juste être moi. Je vais pas chercher à reprendre une place que j'occupais, mais parce que j'ai beaucoup changé aussi, j'ai beaucoup évolué. Mais je me suis juste remontré sous qui je suis en fait. Je pense que c'est un truc que j'ai pas montré à mes parents depuis longtemps, quoi. Sur qui je suis, sur mes délires, et puis juste se laisser aller en fait. Je pense que c'est ça en fait le mot-clé dans cette histoire-là. C'est juste se laisser aller, se décrocher juste. Et boum, juste être soi-même, quoi. Est-ce que tu étais en contrôle? Tu contrôlais l'image que tu avais de toi? Peut-être, ouais. Ok. Mais du coup, dans la vie amoureuse, ça c'est un sujet très compliqué. Ah ouais? Ouais. J'ai toujours été... Alors, quand j'ai grandi, j'étais un putain de romantique. Genre le lover, tu vois. Genre, j'offrais toujours des cadeaux à mes petites copines. J'ai toujours aimé les femmes. Depuis tout petit, quoi. Depuis le CP, j'ai l'impression que c'est là. Avant ça, j'ai pas trop de souvenirs, mais j'ai toujours eu des copines, j'ai toujours eu des crushs sur des filles et tout. Mais j'ai toujours le mec genre qui offrait des cadeaux, des chocolats, tu vois, genre le petit romantique, quoi. Et j'ai toujours été comme dans ce sens-là, jusqu'à que je subisse pas une rupture amoureuse, parce que c'était pas une rupture, mais c'est juste sur une désillusion amoureuse, peut-être un échec amoureux, enfin pas un échec, juste j'étais amoureux d'une fille, j'étais in love, et en fait je me suis fait entre guillemets un peu mener en bateau et sans trop l'être, j'étais peut-être aussi aveuglé, tu vois, enfin tu sais, on est bête quand on est jeune et amoureux, donc c'était la première étape qui m'a fait cette cassure en fait, je pense. Et derrière, en fait, il y a aussi, c'est arrivé au même moment, donc ça aussi, ça m'a pas aidé. C'est qu'en fait, j'ai eu un drame familial. J'ai mes parents qui ont divorcé. Et du coup, en fait, comment dire, j'ai la vision de ma mère qui s'est éclatée, en fait. Genre, c'était du coup, au même moment que le fait que la vision de ma mère s'éclate, c'est la vision des femmes, en fait, derrière qui a complètement été remis en cause, tout a été éclaté. Et parce que ma mère a quitté mon père pour une autre personne que mon père connaissait, un ami très proche, enfin bref, c'est très, voilà, ça, sur ça c'est un truc qui concerne mes parents, pas moi. Mais du coup, moi, je l'ai vécu en tant que fils aîné, sachant que mes 2 parents sont handicapés, mes 2 parents sont sourds. Donc j'ai toujours été, en tant que fils aîné en plus, j'ai toujours été là pour mes parents en fait, dans le sens où je les ai aidés dans des démarches, appeler les médecins, appeler la banque, tout ça. Donc en fait je me suis retrouvée dans une situation où j'étais en plein milieu aussi de cette histoire-là. En tant que fils aîné, ça a été très dur à gérer. Et du coup en fait cette vision de ma mère qui s'est éclatée, en fait ça a changé toute ma vision en fait que j'avais des femmes. Et de la confiance aussi que j'accordais au sexe opposé. Et au final, avec les relations avec ma mère se sont arrangées, bien sûr. Où on n'a qu'une mère, puis dans la vie, de toute façon, et puis c'est des histoires qui ne sont pas censées nous concerner, en fait. Parce qu'on est leur fils. Mais vu que j'étais en plein milieu, sur le coup, je me sentais concernée. Mais en fait, c'est les affaires de nos parents, c'est pas nos affaires. Mais du coup, voilà, j'ai pardonné à ma mère ce qu'il y avait que je pensais à pardonner. Mais derrière, voilà, c'est vrai que depuis ces 2 étapes-là, en fait, ça a fait une grosse cassure dans ma vie amoureuse. Et du coup, mes relations avec le sexe opposé ont vraiment changé en fait à partir de ce moment-là. Et j'ai arrêté ce côté lover, ce côté
C'est tout con, tu vois, quand j'étais petit, genre, enfin, même adolescent, tu vois, genre, quand j'avais un crush sur une meuf, bah, je faisais des rêves en mode, j'étais un super-héros, je la sauvais. Tu sais, sur ce genre de truc où je sais pas, genre, où t'es le super-héros, enfin, d'une femme, t'es le protecteur, t'es le preux chevalier, tu vois. Et depuis ça, bah, fini. Et du coup, voilà, j'ai ma vision a vraiment changé. J'ai beaucoup bossé dessus parce que j'en avais conscience d'en avoir conscience. Je me suis remis en couple et du coup j'ai pas eu de relation sérieuse pendant très très longtemps. Et je me suis remis en couple à la peu près fin de mes études. Et là, bam, deuxième, là, genre, enfin, cœur brisé, tu vois. Et là, je me dis, putain, en fait, j'avais raison. J'avais raison sur la vision que j'avais des femmes avant, en fait. Et là, il m'a fallu énormément de temps pour quitter ça, en fait. Enfin, surmonter cet échec amoureux. Parce que en plus, j'étais seule. Et c'est là aussi, je pense que ça m'a pas aidé vis-à-vis de ma famille, c'est que je me suis aussi enfermée sur ça. Et j'avais personne à qui parler à ce moment-là. J'avais pas encore ce groupe de potes. Et du coup, j'étais seule avec ces émotions. Et vu que je savais pas les gérer, et ben, j'ai pris l'appel, j'ai enterré tout ça. Et c'est quand j'en ai commencé à reparler et tout, petit à petit, que bah, je suis enfin passé à autre chose. Il m'a fallu 3 ans, je pense, pour surmonter ça. Et encore, c'était ouf. Et ça avait quel impact le fait que tu l'aies enterré ? Bah en fait, c'est le fait que quand t'enterres un truc, c'est tout con, je vais faire sur une métaphore, à tout le monde, elle est pas ouf, mais c'est t'enterres un truc, il pleut, ça ressort. Et du coup, tu le réenterres. Mais ça ressort, mais en fait, ça refait surface. Sauf que quand, admettons, t'enterres un bijou, il pleut, ça ressort, il va être plus sale. Et ça va être pire. Et ça, en fait, à chaque fois, ça va être de pire en pire, en fait. C'est comme ça, enfin, c'est un peu la métaphore que j'ai, je sais pas si ça c'est clair. C'est un petit peu comme si ça t'avait hanté ? Ouais. C'est ça. Et du coup, ouais, enfin, c'était une pire idée de faire ça, quoi. C'est juste, tout revient, quoi. Et ça revenait. Il y a des moments où ça allait très bien. Je me suis remis un peu dans ma vie. Enfin, j'ai repris ma vie amoureuse entre guillemets en main. Pas vraiment. Genre, je me suis mis sur les apps de rencontres. Je couchais à droite à gauche. J'allais. Je suis allé dans des clubs échangistes. Enfin, j'ai testé des trucs, que j'aurais jamais pensé à tester. Au final, nice, tu vois, genre ça. Mais ouais, j'ai l'impression de devoir me prouver à moi-même que j'étais un homme, en fait, et il fallait avoir des femmes, fallait faire du sexe, quoi. Et du coup, voilà, et puis là, ça revenait toujours. Les moments ça allait bien, les moments ça allait mal. Il suffisait que, c'est tout con, Toulouse c'est une petite ville, hein, quand tu la recroises, je l'ai croisé un jour sur une application de rencontre, ça a été horrible. Ah, mais j'ai eu un déluge d'émotions à ce moment-là. Ça a été incontrôlable. Ça a été un moment très dur parce que j'oublierai jamais. C'est que du coup, à ce moment-là, je faisais un peu de boxe. Et du coup, à ma pause, j'étais parti faire de la boxe. J'ai frappé dans un sac. Pendant 1 heure. J'avais les mains en sang à la fin. Ça a été la seule option que j'ai eue pour deal avec cette émotion, tu vois. Genre, j'ai frappé dans un sac. Comme un débile. Jusqu'à en avoir les mains en sang. C'est ça. Au lieu de simplement de pleurer, quoi. C'est con. Parce qu'à ce moment-là, t'avais personne à qui en parler, mais même pas avec toi-même, finalement. Mais c'est ça. J'avais personne. Enfin, j'avais personne. Si, j'avais des gens, mais non, en fait, c'est des gens avec qui peut-être je faisais pas assez confiance. Pour pouvoir... parce que là, c'était vraiment un bon où je pense que j'ai pas mal touché le fond, tu vois. Mais du coup, est-ce que c'est juste de dire que entre le moment où tu l'as enterré et le moment où tu la recroises sur cette table de rencontre, ton rapport aux femmes est devenu un rapport sexuel principalement, ouais. Et tu t'es désinvesti totalement de toutes les émotions qu'il pouvait y avoir dedans. Exactement. Je me suis désinvesti de toutes mes émotions, en fait. Aujourd'hui encore, je galère avec ça, maintenant. Je me rends compte. À part mes sœurs et de la famille très proche, ma meilleure pote, mes cousines, en fait, je communique pas du tout mes émotions. Et c'est dur parce qu'il y a des moments où tu te remets à fréquenter du monde, il y a des meufs qui te plaisent, mais au final, tu n'arrives pas à t'ouvrir. Donc du coup,
tu les fais fuir. Parce que du coup, elles pensent que tu veux que tu cues. Mais des fois, tu veux pas que ça, mais juste que t'as du mal à communiquer. Après, j'ai eu de la chance de tomber sur aussi des meufs ultra bienveillantes qui m'ont beaucoup aidé sur ça. Du coup, qui essaient de comprendre et qui sont pas tout simplement dans l'optique qu'on a actuelle dans le style de consommation de la vie amoureuse où tu swipes littéralement, quoi. Genre, y a un truc qui y a pas, boum, tu ghostes, tu bloques, bisous, au revoir, quoi. Et du coup, ça m'a permis de recommencer à m'ouvrir là-dessus. Mais je pense que c'est toujours un truc où je dois être... je suis à des années-lumière d'être bien sur ça. Aujourd'hui encore, du coup, des fois, tu es dans une relation avec une fille, un début de relation, une relation qui commence à durer, et t'aimerais t'ouvrir plus et t'y arrives pas? Ouais, je sais pas, j'aimerais m'ouvrir plus. Des fois, j'ai l'impression de grave m'ouvrir, tu vois. Genre, tu sais, c'est tout con, mais des fois, je fais des trucs, je me dis, putain... tu vois, genre... mais en fait, c'est... Juste, c'est pas assez, en fait. C'est trop peu. Il faut... Je sais pas. Tu vois, des fois, je me dis, putain, je fais des efforts et tout, en fait. Au final, quand j'échange avec la meuf, c'est pas du tout, en fait. Non, c'est censé être la normalité, en fait. Donc... Elle te fait le retour que c'est vraiment pas assez, quoi. C'est ça. Donc... tu vois, pour moi, tu sais, après, on a tous... on n'a pas la même façon de communiquer ses émotions, je pense aussi. Genre, pour certains, ça va être d'envoyer un petit message le matin au réveil. Genre, tiens, bonne journée beauté, bonne journée bébé. Ça va être... pour d'autres, ça va être de passer du temps ensemble, d'être tout le temps ensemble. Pour d'autres personnes, ça va être je sais pas, de coucher ensemble, de faire du sexe, d'avoir des rapports sexuels, d'avoir des rapports intimes. Ça va être aussi ça. Et puis moi, ma façon de communiquer, le fait de passer du temps avec une personne, pour moi, c'est quelque chose... C'est comme ça que je communique aussi, le fait que quelqu'un me plaise. Je vais pas arriver à passer du temps avec une personne qui me plaît pas. Un minimum. Donc, alors que pour d'autres, il faut passer beaucoup de temps ensemble, il faut dormir ensemble aussi, tu vois. Genre, c'est tout con, mais moi, mes dernières années de célibat m'ont donné beaucoup de mal à dormir avec quelqu'un. C'est tout con. Ça a été très dur de retrouver le sommeil seul après m'être séparé. Mais avec les filles avec qui je couchais, en fait, je dormais très peu chez elles. Je rentrais beaucoup. Et ça a été un complexe, beaucoup complexe, que j'étais en mode je trouvais des excuses pour rentrer chez moi. Au final, aujourd'hui, non, j'explique juste que... Parce que je pense que c'est... Maintenant, j'ai compris aussi que la communication, c'est la base. Et du coup, je dis juste simplement... je suis désolé, voilà, je suis pas prêt, en fait, à dormir avec toi. Je me sens pas à l'aise pour dormir avec toi. Je préférais dormir seul. Et c'est pas... Sur ce fait-là, c'est pas juste que je veux coucher avec toi, je veux rentrer chez moi. Parce que derrière, je veux te revoir, je veux qu'on mange au resto le lendemain, ou des trucs comme ça. Mais c'est juste que j'ai besoin d'être seul à ce moment-là. C'est plus facile pour toi de faire du sexe, de coucher avec quelqu'un, que de dormir avec parfois aujourd'hui? Ouais. Mais j'ai beaucoup changé ces derniers temps sur ça. Et parce que le sexe c'est cool, mais au bout d'un moment on cherche quelque chose plus d'intimité. Mais du coup, je sais pas comment dire ça, mais dans le sens où des fois au final le sexe aussi c'est cool, hein, mais des fois quand tu cherches plus, c'est pas forcément la bonne porte en fait. Il faut peut-être être plus patient au lieu de coucher directement. Je sais pas si je me suis bien exprimé, je sais pas si c'est clair. Moi, dans mon expérience, j'ai quelque chose qui résonne là-dessus. J'ai l'impression que... pour mettre un petit peu de contexte, moi, de mon côté, j'ai eu cette période où donc, j'ai été avec une fille pendant un moment, pendant plusieurs années. Puis on s'est quittés, et puis j'ai commencé à voir d'autres filles. Et j'ai eu cette envie de sexe, de voir ailleurs, de faire des expériences. Et puis aujourd'hui, plus du tout. J'ai plus du tout envie de faire du sexe avec quelqu'un. Parce que ce qui m'intéresse, c'est l'intimité, justement. Et j'ai l'impression qu'effectivement, coucher rapidement avec quelqu'un, ça diminue nos chances de développer une relation intime. Ouais, je suis d'accord. Parce que... Alors je vais dire les hommes, mais je pense que c'est une généralité, hein, mais c'est juste que on pense un peu trop
avec nos parties intimes, quoi, et des fois, on va être attiré par une meuf, et on va coucher ensemble, et tout va partir. Plus rien. Plus aucun intérêt. Des fois, il y a des fois, vraiment, je me sens... Il y a des meufs avec qui je vais parler, je vais me sentir putain attiré avec elle. Je me dis, putain, à tout moment, c'est la meuf... vas-y, c'est la bonne. On couche ensemble. Et derrière, genre, en fait, pas du tout. Et c'est trop bizarre parce que vraiment, genre, des fois, je me sens du coup comme j'ai l'impression d'être un gros connard. Parce que la meuf me plaît vraiment. On se parle beaucoup, mais des fois, le fait de coucher trop vite, ben, je sais pas, en fait, ça je sais pas, ça retire tout. Peut-être que du coup, en fait, peut-être que c'est encore une fois le problème de savoir quelles sont ses émotions, en fait. Et de se dire, attends, est-ce que elle me plaît vraiment? Ou est-ce que je suis attiré mentalement par elle? Ou juste physiquement? Ou juste sexuellement? Parce que pour moi, je pense qu'il y a pas mal, c'est 3 choses différentes, tu vois, d'être attiré sexuellement par quelqu'un, physiquement et mentalement. Parce que des fois, tu vas être juste attiré, cette personne, tu as envie de coucher avec, tu vois. Même si elle te plaît pas forcément physiquement ni mentalement. Mais du coup, bah, j'essaie de prendre mon temps. Et le problème, c'est que bah, c'est encore plus dur, j'ai l'impression, de prendre son temps aujourd'hui avec une fille. En quoi? Bah, dans le sens où, comme je disais un peu tout à l'heure, aujourd'hui tout va très vite en fait. J'ai l'impression qu'il faut que tout aille vite. Le fait des apps de rencontre, tout ça, où en fait, aujourd'hui, si tu veux prendre ton temps avec une meuf, bah, peut-être que je tombe pas sur les bonnes meufs. Et tu veux dire que c'est les filles qui perdent de l'intérêt si tu essaies toi de prendre ton temps? J'ai l'impression, moi je passe beaucoup de temps au travail. Et comment dire, bah, derrière, bah, les week-ends, j'ai souvent beaucoup de temps libre. Et il y a des week-ends où je parlais beaucoup, je matchais des meufs, on parlait beaucoup le week-end. Arrive le lundi, grosse semaine, enfin, mes semaines, c'est genre, j'arrive le matin tôt au resto, je partais très tard. Donc, bah, je répondais tard, ou je répondais pas dans la minute. Et du coup, bah, ouais, plein de fois, bah, du coup, je me rends compte que, bah, bon, je parlais très bien avec une meuf le week-end. À partir du lundi, genre, je commence à répondre une fois toutes les 2 heures, je me fais supprimer, quoi. Voilà, sur les apps de rencontre, du coup, là? Ça va tout vite. En fait, tout évite ce besoin de se répondre immédiatement. Il faut répondre dans la minute, de suite, ou rapidement. Et si tu réponds pas rapidement, c'est bon, Ta place est en danger. Ouais, limite, c'est exagéré, tu vois. Mais même partout, en fait. Aujourd'hui, même partout. Il faut être là. Surtout ce qu'on a maintenant, on a tout dans le téléphone sur nous. Enfin, on est toujours connectés, en fait. Donc, pour les gens, bah, en fait, des fois, ne pas répondre, c'est juste que t'es pas intéressé. Mais c'est juste que t'as autre chose à faire, quoi. On a du travail, on a une vie derrière, on voit ses potes, on s'entraîne. Enfin, pas obligé d'avoir le téléphone sur nous à 100% et répondre immédiatement. Et alors, comment, à travers quel était le regard des femmes sur toi? À quel point quel impact ça a eu, le regard des femmes sur toi, sur ce que ça veut dire être un homme pour toi, sur ton identité, l'image que tu as de toi? Bah forcément, le regard des femmes, c'est un énorme boost de confiance. Se faire valider par le sexe opposé, je pense pour un mec, pour moi en tout cas, mais je pense que pour pas mal de mecs que je connais, c'est la validation ultime de l'homme, en fait. Tu plais aux femmes, donc t'es un homme. Genre, c'est tout bête, mais dans la nature, tu vois. Genre, l'alpha mâle, c'est celui qui a les femelles. C'est lui qui peut se reproduire. Bah, un homme qui plaît, bah, du coup, c'est une forme de validation, en fait. C'est-à-dire que t'es un bonhomme, tu plais. Donc, ouais, c'est important. Aujourd'hui, moins, pour moi. Parce que du coup, forcément, je grandis, je me comprends pas mal de trucs. Mais à une époque, oui. Il fallait être validé par les femmes. Et est-ce qu'il y a eu l'inverse, du coup, des moments où le regard des femmes t'ont fait sentir moins homme ou moins bonhomme? Totalement. Mon plus gros complexe, le plus grand complexe de ma vie, c'est ma taille. J'ai toujours été... Quand j'étais petit, j'ai toujours été quelqu'un de... Enfin, j'ai jamais été complexé par ça, en fait. Après, j'ai toujours été... Avant le lycée, j'ai toujours été parmi la moyenne... Enfin, je faisais la taille de mes potes, voire limite des fois plus grand que certains potes, quoi.
Et puis, il y a eu l'été entre la 3e et le lycée. Et il y a tous les potes qui ont pris 20 cm. Moi, j'ai quasiment rien pris, quoi. Et du coup, pourtant, je suis pas non plus tout petit, quoi. Genre, mais. Tu mesures combien là aujourd'hui? 1m63. Je me considère pas comme non plus, entre guillemets, nain ou petit, quoi. Mais ouais, c'est le grand complexe de ma vie, quoi. Et le nombre de fois, on m'a dit au lycée, hein, ça a commencé au lycée. C'est là où j'ai commencé à avoir ce complexe qui n'existait pas avant. C'était ouais, putain, t'es grave mignon, mais putain, si tu ferais quelques centimètres de plus, putain, tu serais parfait. Tu sais, quand on te sort ça, genre, ça te. Enfin. Genre, je pense, on me l'a dit en tant que compliment caché, tu vois. En mode, t'es mignon, tu vois. Mais en fait, non. Derrière moi, j'ai juste vu, t'es trop petit, en fait. Et du coup, ça a été horrible. C'est à partir de là que ce complexe est venu. Et puis, putain, je dis pas que je suis passé au-dessus de ça aujourd'hui. Mais je suis quand même. Enfin, j'aime la personne que je suis. Donc voilà, mais c'est vrai que oui, des fois, ça revient un peu, tu vois. Des fois, tu parles avec des meufs, tu fais quelle taille? Tu sors ta taille, et puis là, tu sens, elles sont plus grandes que toi, et tu sens que, putain, fais chier. Genre, tu sais, t'as ce merde. Pourquoi il faut qu'on soit plus grand qu'une meuf, en fait? Ça change quoi? Parce que j'ai date des meufs qui étaient bien plus grandes que moi, qui s'en foutaient. Moi, je m'en fous. Je veux dire, à une époque, il fallait que je sois plus grand que la meuf. Aujourd'hui, je m'en fous royalement. Qu'est-ce qui t'a permis de changer ça? Je sais pas, l'âge, l'expérience, la sagesse. Ouais, non, c'est du coup, à partir du moment où tu commences à dater des meufs un peu plus grandes que toi, j'ai des meufs qui faisaient 10, 15 cm de plus que moi en taille. Et... au contraire, au final, c'est cool, quoi. Et puis, ça s'est très bien passé. Est-ce que toi, t'as d'autres complexes, alors? J'ai un petit complexe, c'est ma voix. Ouais. Que je ne suis... Enfin... Qui est pas non plus... Enfin, je trouve pas que j'ai une voix de meuf, mais j'ai pas non plus la voix du prototype masculin. Tu vois, genre ultra grave. Le mec, il parle bien dans les tons graves, tu vois. Et mais c'est un complexe qui est venu un peu tard aussi, mais... surtout au téléphone, en fait, ce qui est tout bêtement, en fait, au téléphone. En fait, face à face, je pense que les gens ne l'ont pas, mais c'est surtout au téléphone. Et le nombre de fois où, genre, je réponds au téléphone et on m'appelle madame. Et du coup, genre, tu sais, tu te poses des questions, au bout d'un moment, tu dis merde, attends, j'ai vraiment une bonne meuf. Et actuellement, ça m'arrive toujours. Avant, je laissais passer. Et je faisais, et limite, tu vois, genre, je jouais le rôle de la femme, du coup, parce que j'avais honte de dire que j'étais un homme. Aujourd'hui, non, je corrige les personnes parce ça arrive de se tromper, déjà. Au téléphone, on sait pas qui on a en face. Mais, voilà, non, ça fait partie des trucs qui, forcément, qui sont un peu gênants par-ci, par-là, mais, c'est tout, quoi. Ok. On arrive doucement à la fin de cet épisode. Ouais. J'aimerais savoir, peut-être une dernière question. Si tu avais un conseil à donner aux jeunes qui nous écoutent, aux jeunes mecs de 15, 16, 17 ans, ou un conseil pour toi quand tu avais cet âge-là, qu'est-ce que tu aimerais leur dire ou qu'est-ce que tu aimerais te dire? Je vais prendre juste 30 secondes pour y réfléchir, je sais. Ouais. Je pense que c'est... Parce que c'est un truc... Je sais pas, je pense que... je dirais en fait de suivre son instinct, de se faire confiance, de s'écouter. Et qu'être un homme, c'est pas juste être cette sorte de muraille, de bouclier, de chevalier, en fait, qui ne ressent rien, qui juste encaisse, en fait, qui prend des coups pour tout le monde, mais derrière qui fait rien pour lui aussi, tu vois. Juste, si je devais me parler moi à cet âge-là, tu vois, c'est prends soin de toi, écoute-toi, et ouais, et puis les figures que t'as paternelles sont pas forcément les meilleures, et il faut peut-être, je sais pas, essayer de s'ouvrir sur ça. Je sais pas si c'est ce qui me vient en premier, en tout cas, en tête. Ok. Merci. Merci à toi. Est-ce que tu as
Dernière chose à rajouter, un modèle, quelqu'un que tu trouves chouette en tant qu'homme, Ouais, ou un petit mot. carrément. C'est tout con, mais genre, bah, ça fait un moment que ça existe cette série, mais c'est Modern Family. Et il y a un personnage de la série, un père qui est marié, enfin, qui s'appelle Phil. Et putain, bah moi j'aspire à être un homme comme ça. Je sais pas si les gens qui écoutent vont connaître, vont avoir la ref. Allez regarder, tapez Phil Modern Family. Et moi je trouve que c'est un putain de modèle d'homme qui est en phase avec ses émotions, avec ce qu'il aime. C'est un père c'est une série, après ça reste fictionnel, mais c'est un père fantastique en fait. Et bref, je trouve que ça change beaucoup du modèle homme que j'avais quand j'étais plus jeune, qui était Superman, littéralement. Ok. Donc voilà. Eh ben, un grand merci pour ton partage, Merci à toi. pour le courage que tu as eu pour t'ouvrir autant. Merci. Et puis je te propose de se quitter sur ce petit générique. Avec plaisir. Tu as peur de te dénuder? Pourquoi? J'ai peur parce que je suis timide. Dis-la. Muscle ton jeu. Sale petit enfant de putain. Une grosse vanne de copains, une grosse paire de couilles, et après on fait ce qu'on Nous veut. ne sommes que des hommes, pas des dieux. De simples hommes. Tu vas avoir des déconvenus parce que t'es trop gentil.